L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation, épisode 188. Notre invité ce soir est Othman Nasrou. L'hebdo politique. Othman Nasrou, bonsoir. Bonsoir Nicolas Kirlovitz. Vous êtes le premier vice-président de la région Île-de-France, conseiller municipal d'opposition aussi à Trappes. De ce fait, vous êtes, vous, comme beaucoup d'autres élus locaux, entraînés dans les tourments de l'actualité depuis un peu plus de 2 semaines désormais. Cela fait suite, on le rappelle, à la polémique survenue après la publication d'une tribune d'un professeur de philosophie qui enseigne depuis 20 ans à Trappes, monsieur le maire, et qui dénonçait notamment la progression, je cite, d'une emprise communautaire toujours plus forte sur les consciences et les corps dans la ville. Il y parlait aussi d'une ville perdue. Pour lui, à Trappes, nous ne sommes plus en France. C'est ce qu'il dit aussi récemment dans une tribune du Figaro, publiée dans le Figaro. On ne va pas revenir sur les débats qui ont suivi et l'ensemble des faits assez commentés dans les médias nationaux. Mais expliquez-nous déjà, vous, Othman Nasrou, en tant qu'élu d'opposition numéro 1 à la mairie de Trappes, comment vous avez vécu et traversé ces 2 dernières semaines ? Vous savez, quand les polémiques comme celle-ci éclatent, ça se polarise, c'est très clivé, il y a des propos très violents qui sont tenus de part et d'autre, et il faut qu'on cherche, nous, les responsables politiques, le chemin de l'apaisement. Et donc moi, j'ai mis du temps avant de prendre la parole, parce que je ne souhaitais pas alimenter le feuilleton médiatique. Et maintenant, on peut le faire un peu plus au calme, parce qu'il faut tirer aussi les enseignements de tout cela. Et la seule chose que j'ai voulu porter, c'est que je n'ai pas compris ce que M. Rabet avait choisi de faire, à savoir alimenter ce feuilleton médiatique et jeter de l'huile sur le feu. Maintenant, la tension retombe et c'est tant mieux, parce qu'en attendant, on a plus de 32 000 trappistes qui ont été pris en otage dans un débat qui ne les concernait pas pour l'essentiel d'entre eux. Oui, il y a des défis à Trappes, ça fait des années que je le dis, et on avait beaucoup critiqué pour ça. Sur la République, sur la laïcité, bien sûr qu'il y a des défis, comme dans d'autres villes, ça n'est pas propre à Trappes, c'est une réalité de notre société aujourd'hui, mais néanmoins, ça ne concerne pas l'écrasante majorité des trappistes qui respectent les règles de la République et qui ont vu l'image de la ville fortement abîmée dans cette séquence. J'allais vous poser la question, est-ce que vous êtes triste de l'image que l'on a pu donner dans les médias de la ville, même s'il y a une part de vérité, vous le disiez probablement, les acteurs locaux le savent, mais c'est vrai qu'on en ressort, on pointe du doigt, on zoome sur une chose qui n'est pas toute la réalité de la ville de Trappes. C'est votre point de vue ? Oui, j'étais très triste de cette séquence médiatique, de cette mauvaise publicité dont la ville n'avait pas besoin. Encore une fois, on parlait aux trappistes, ils n'ont pas de problème pour leur écrasante majorité avec la République. Ils demandent au contraire plus de sécurité, ils demandent à pouvoir élever leurs enfants dans les meilleures conditions possibles. Et puis, on a une très mauvaise publicité sur la ville. Encore une fois, une publicité que des élus ont aussi alimentée, pour des raisons peut-être locales, propres, on y reviendra probablement. Et ça, je l'ai regretté, parce que dans ces moments-là, la responsabilité des élus, c'est de chercher l'apaisement. Y compris avec ce professeur qui, je le rappelle, est quand même menacé, et donc il faut d'abord le protéger, lui proposer peut-être un dialogue et trouver le chemin de l'apaisement, et c'est le contraire qui a été fait, et je pense que la ville n'avait pas besoin de cette mauvaise publicité, que le chemin maintenant va être encore plus long pour donner à Trappes l'avenir que la ville mérite. On va parler des réactions d'Ali Rabet, de sa façon d'avoir géré la crise, mais vous parliez d'enseignements à en tirer de ces 2 semaines. Quels enseignements vous en tirez, à titre personnel, d'élu local ? D'abord, il ne faut jamais instrumentaliser les médias, les convoquer, les provoquer, essayer de mettre en scène les choses, ça ne marche pas. Vous ne pensez pas que les médias eux-mêmes se gargarisent d'une situation et en font un exemple plus qu'il n'en faut ? Bien sûr, mais c'est une raison de plus pour ne pas jouer avec ne pas tomber dans le piège de ce jeu médiatique, bien sûr. Ça veut dire qu'il ne faut pas être dans le déni de la réalité non plus, de dire oui, il y a des défis et pas circuler, il n'y a rien à voir, ce qui va encore plus attiser la curiosité. Ça veut dire qu'il faut garder un ton très calme, très sobre dans ces exercices-là. Ça veut dire qu'il faut répondre sur le fond et dire qu'effectivement on a des enjeux de mixité sociale à Trappes. On aurait pu parler par exemple à cette occasion, plutôt que d'aller sur des mises en scène, sur savoir si un barbier a une clientèle féminine ou pas, essayer de mettre tout ça en scène, simplement rappeler qu'on a un sujet de diversification des commerces qui n'est pas propre à Trappes mais qui est une réalité aujourd'hui, et si on veut faire de la mixité sociale, il faut qu'il y ait des commerces diversifiés. Que fait-on aujourd'hui en tant qu'élus locaux pour qu'il y ait à Trappes des commerces diversifiés ? Il y avait des vrais sujets qu'on aurait pu traiter paisiblement, sereinement dans cette séquence, et peut-être que ça aurait permis de tirer le débat vers le haut plutôt que d'être dans l'invective et dans les mises en scène personnelles. Et ça, c'est un vrai enseignement, parce que quand on ne traite pas les sujets sur le fond, eh bien on les laisse se faire caricaturer et on laisse la ville être prise en otage dans le jeu médiatique qui devient effectivement très polarisé aujourd'hui.
Et très difficile à bien maîtriser, à bien gérer quand on est un élu local. Vous êtes élu depuis 2014 à Trappes. Est-ce que vous connaissiez à titre personnel Didier Lemaire ? Oui, il est le connu. Professeur de philosophie. Oui, je le connaissais de nom parce qu'il me semble qu'il travaillait sur des sujets d'atelier contre la radicalisation, avec des pièces de théâtre, avec la préfecture, me semble-t-il. Je ne connais pas dans le détail, mais il me semble qu'il avait cette activité. Donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer une seule fois, il y a maintenant plus d'un an. Je n'ai plus eu de ses contacts depuis, jusqu'à cette séquence médiatique. Est-ce qu'à l'époque de votre rencontre, il vous avait évoqué les problèmes qu'il a soulevés récemment dans ses tribunes ? Oui, d'une certaine manière, puisqu'il était engagé déjà sur ce travail de prévention contre la radicalisation, qui est un vrai sujet, puisqu'on a eu beaucoup, malheureusement trop, de jeunes de Trappes qui sont partis, notamment en Syrie, et donc lui avait, avec la préfecture, un certain nombre d'actions pour lutter contre cette radicalisation qui gagnait les esprits, notamment en 2013-2014. On en avait évoqué ce sujet-là, mais on en était resté là, et j'ignorais qu'il allait ou prendre la parole pour dire les choses telles qu'il les ressentait, c'est son droit, et moi je veux le dire très clairement chez vous aujourd'hui, à partir du moment où un professeur est menacé, quoi qu'on pense de ce qu'il dit, il faut le protéger, il faut le défendre, et c'est la seule chose que je peux dire le concernant, mais j'avais eu un échange avec lui que j'avais trouvé constructif, avec un vrai souci de trouver des solutions, mais c'était il y a plus d'un an, et depuis jusqu'à l'article du Point notamment, dans lequel il s'exprime, je n'avais plus eu de ces nouvelles. Alors sur le fond, je voudrais, Othman Nasrou, vous faire écouter cet extrait en date du 18 octobre 2020, il y a 4 mois tout juste. Nous recevions alors sur Radio Sensation le maire de Trappes, nous l'interrogions sur les pistes envisagées par le président de la République pour lutter contre le séparatisme islamiste, et à la suite du discours des Mureaux du 2 octobre 2020, vous allez entendre la résonance avec le présent est assez frappante. Je vais vous contredire sur votre introduction. Vous avez dit que, pour moi, ces sujets-là étaient évoqués, et Trappes en particulier, au corps de ces sujets, à tort. Non, bien sûr que non. À Trappes, ces difficultés existent. À Trappes, il y a eu un certain nombre de départs de jeunes gens, notamment vers la Syrie, pendant la période djihadiste. Et tout cela, c'est une réalité objective qui mérite qu'on la prenne en charge, qu'on la regarde en face et qu'on soit capable d'apporter des réponses. Vous savez, hurler avec les loups, ça sert à rien. Caricaturer la situation, ça ne sert à rien. Agiter les bras, ça ne sert à rien. Et faire justement de la politique politicienne sur ce sujet, ça ne sert à rien. Parce que moi, j'ai en face de moi, non pas des polémistes sur les plateaux télé qui ne connaissent rien au terrain, mais j'ai en face de moi des mamans de familles dont les enfants sont allés mourir en Syrie. Et ça, c'est concret. Comment vous répondez à ces personnes ? Comment vous les accompagnez pour qu'elles puissent éduquer les enfants qui leur restent ici, pour éviter la dérive de fratrie entière ? Ça, c'est concret. Alors, comment on fait face à ces difficultés sur le terrain ? En organisant un débat public, politique, apaisé, tranquille, où on regarde la situation telle qu'elle est, on s'interroge sur les causes et on trouve des réponses pour en éviter les conséquences demain dramatiques. Bon, malheureusement pour le débat public tranquille et apaisé, c'est loupé, c'est raté cette fois-ci. Comment vous dites que, en résumé, Kadir Abbé a mis de l'huile sur le feu dans cette séquence. Est-ce que vous ne comprenez pas tout de même que le maire de Trappes, qui connaît quand même ces sujets-là, même si son action peut être critiquée par vous, peut-être qu'il ait défendu quand même ses habitants, sa ville, son image qui était attaquée par les médias, par ce prof de philo qui, même s'il a le droit, lui aussi de parler, peut-être aussi contré dans ses arguments. Est-ce que vous ne comprenez pas que le maire aussi se charge de défendre sa ville et ses habitants dans ces moments-là ? Est-ce que vous trouvez, Nicolas Kirillovitz, que l'image de Trappes est aujourd'hui bien défendue ? Est-ce que vous trouvez qu'après cette séquence, après le traitement qui a été fait, ça a marché? Je crois que ça n'a pas marché. Et ça, c'est là où je dis de manière très apaisée, il faut en tirer les enseignements. Je pense que la stratégie de communication qui a été choisie par M. Abbé, pour moi, n'était pas la bonne. Y compris l'intrusion dans le lycée, qui a mis le feu aux poudres, y compris un certain nombre de déclarations. Je pense que ce n'était pas comme cela qu'il fallait le traiter. Voilà, mais ceci étant dit, la critique est toujours facile. Vous auriez géré comment, vous? Puisqu'on rappelle, vous avez fait 37% des voix au second tour de l'élection municipale à Trappes. Vous avez en quelque sorte failli être maire. Comment vous auriez, vous, selon vous, géré cette situation? Même s'il est difficile de faire de la fiction, qu'est-ce que vous auriez fait? Je vais même vous dire ce que j'ai fait, puisque la première chose que j'ai faite, c'est d'abord d'appeler ce professeur dès l'apparition du premier article, parce que je voulais en savoir plus, savoir les menaces qu'il subissait. Donc je l'ai appelé. Je pense que c'est la responsabilité d'un élu d'abord d'appeler les personnes concernées pour qu'il y ait un dialogue, et aussi pour manifester mon soutien sur la menace qui pesait sur lui. Et à partir de là, on aurait pu garder ce dialogue-là et peut-être éviter l'escalade médiatique, y compris par médias interposés avec ce professeur. Je sais que Mustapha Larbaoui, qui est mon partenaire
partenaire à Trappes, et tout à fait, mon binôme, a aussi contacté M. Rabé pour lui proposer qu'opposition et majorité puissent travailler ensemble dans cette séquence. On ne nous a pas répondu. M. Rabé n'a pas souhaité nous répondre. Je le regrette, parce que dans ces moments-là, il faut être rassemblé. Il ne faut pas être, encore une fois, dans la surenchère et dans la mise en scène personnelle. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, moi je note surtout qu'il y a une vraie inflexion dans le discours de M. Rabé depuis quelque temps sur ces sujets-là. Moi, je me souviens que je les avais abordés en 2014, 2015, au moment où on avait les départs en Syrie. J'étais bien le seul à dire que oui, il y avait de la radicalisation et que oui, il y avait des familles qui se retrouvaient frappées par ce drame terrible et sans interlocuteur et dans une omerta totale. Personne ne voulait aborder le sujet. Et à l'époque, il avait été traité de tous les noms. À l'époque, il n'était pas maire à l'Érabé, on le rappelle, c'était Guy Malandin, il était de son équipe municipale, adjoint au sport. Il était adjoint au sport et à la jeunesse. Et à la jeunesse. Sur ce sujet-là, en première ligne, en théorie. Et je vous rappelle qu'aux dernières élections municipales, j'ai fait l'objet d'une vidéo qui est sortie opportunément 5 jours du scrutin, qui me traitait d'islamophobe parce que je disais ce que je vous disais là. On sait que ça a été très tendu entre vous, mais aussi avec Guy Malandin. Aujourd'hui, vous tendez la main à Guy Malandin, qui est aujourd'hui dans l'opposition, comme vous, l'ancien maire pendant 19 ans, à Ali Rabé, qui est le maire actuel, même si on va en parler, l'élection a été annulée par le tribunal administratif de Versailles. Mais moi, je tends la main évidemment à tout le monde. Je ne suis jamais été dans les attaques personnelles. J'ai des divergences politiques fondamentales concernant l'avenir de Trappes, avec les uns, les autres, pas les mêmes d'ailleurs. J'ai eu des divergences avec Guy Malandin, mais j'ai toujours eu pour lui une forme de respect pour l'ensemble de sa carrière politique, pour le fait qu'il ait toujours été attaché à un certain nombre de valeurs. Et donc, effectivement, je garde de l'estime pour Guy Malandin, qui a, je crois, toujours essayé de défendre les intérêts de la ville, même si mon appréciation à moi était de faire des choses différemment sur un certain nombre de sujets qui vont de l'emploi à la question de la police municipale. Voilà, on a des différences d'orientation majeures, mais il y a un respect que j'espère mutuel. Et s'agissant de M. Rabé, il lui appartient de se comporter comme le maire de tous les trappistes. Moi, c'est ce que je l'ai dit dès le début du mandat, et c'est à lui. Qu'est-ce qu'il ne défend pas aujourd'hui moi, j'ai l'impression qu'il ne prend pas en compte l'ensemble des habitants et qu'il n'est pas forcément aujourd'hui dans le rassemblement des trappistes et qu'il est dans le clivage. Au moment où je vous parle, je reçois des insultes et des menaces. Il y a des trappistes qui défendent le point de vue de M. le maire ou qui partagent certaines de ses positions et qui ne sont pas entendus, par exemple, aujourd'hui, qui s'inquiètent de la situation à Trappes. Ce que je veux dire, c'est qu'un maire ne doit pas s'adresser uniquement à ceux qui ont voté pour lui. Ça, c'est important. Et quand je dis cela, au moment où je vous parle, les partisans de M. Rabé qui lui-même a été menacé de mort et qui est aujourd'hui sous escorte policière. Et on a tous dit que s'il était menacé de mort, il fallait le défendre et il ne fallait pas remettre en cause la réalité des menaces comme lui il a fait pour le professeur. Il ne faut pas rentrer dans ces jeux-là. Donc tous ceux qui sont menacés doivent être protégés. Point. Et j'aurais aimé qu'il dise cela aussi dans cette polémique-là. Simplement, il faut qu'il joue l'apaisement et les partisans de M. Rabé qui en ce moment, au moment où je vous parle, m'insultent de tous les noms. Moi aussi, je reçois des menaces. Et malheureusement, elles sont alimentées, ces menaces. Vous n'êtes pas ce sous climat est délétère. Policière, vous, non, pour je n'ai pas demandé de protection policière. Est-ce qu'on vous a sollicité peut-être pour vous dire que vous pourriez l'avoir ou vous indiquer? On m'a posé la question. J'échange régulièrement avec le préfet des Yvelines qui suit évidemment toutes ces situations de près. Mais moi, je ne souhaite pas rentrer aujourd'hui dans ces sujets-là. Simplement, je le dis, il faut trouver le chemin de l'apaisement. Et je demande à M. Rabé de nous aider à apaiser la situation et de ne pas faire de cette histoire-là un sujet d'enjeu politique et de clivage entre ceux qui sont pour lui et ceux qui sont contre lui. Et on espère que pour Trappes et les trappistes, que le message sera entendu. Une dernière question tout de même, avant de passer au sujet des élections à Trappes, avec cette concordance de l'actualité. Est-ce que vous regrettez aussi que Valérie Pécresse ait demandé la révocation d'Ali Rabé sur Twitter? Vous parliez d'huile sur le feu, on a l'impression aussi que ce genre de messages sur les réseaux sociaux n'ont pas vocation à apaiser la situation. C'était suite à la distribution de cette lettre dans le lycée en question de Monsieur le maire? Non, je pense que Valérie Pécresse était dans son rôle. Elle est présidente de région, elle a la responsabilité des lycées. Et donc si elle laisse passer le fait que des politiques, des élus, rentrent dans un lycée et ils distribuent des tracts, quel que soit le contenu, mais des tracts politiques et qu'un contenu politique, à ce moment-là, tout le monde peut le faire. De là à demander la révocation, elle aurait pu s'offusquer, peut-être à demander des sanctions, mais la révocation, c'est quand même assez fort. Sachant que vous êtes aussi, on précise, son premier vice-président et que vous êtes l'opposant municipal à Ali Rabé. Oui, mais vous savez, vous l'avez dit, il y a une procédure en justice en cours. Au moment où je vous parle, M. Rabé est inéligible, il fait appel. Donc moi, je n'ai pas besoin de la révocation de M. Rabé. Et à titre personnel, je suis dans cette procédure sur l'élection dans laquelle il y a eu manifestement, c'est ce que dit le tribunal, tricherie. Ça, c'est un autre sujet. Mais un élu doit respecter les règles. Ce qu'a fait M. Rabé est illégal. On ne va pas perturber le fonctionnement d'un lycée. Je vous rappelle que les enseignants de ce lycée ont aussi fait un communiqué de presse pour condamner
cette intrusion du politique dans le lycée, et eux-mêmes ont dit que c'était mettre de l'huile sur le feu, et ont manifesté leur solidarité vis-à-vis du professeur. On ne rentre pas dans un lycée alimenté et prendre les lycéens en otage d'une histoire qui ne les concerne pas, dans laquelle il faut les préserver. Il y avait l'accord du proviseur, bref, on ne va pas régler... Oui, il n'avait pas l'accord pour distribuer le document à l'intérieur de l'établissement, c'est ce que dit le rectorat, c'est ce que dit le ministre de l'Éducation nationale, et c'est ce que dit Valérie Pécresse, et là, elle est dans son rôle de présidente de région. Les lycées, c'est la région, et nous ne voulons pas ni de politique, ni de religion dans les lycées. Voilà, l'escalade, ça n'est pas de condamner ce qu'a fait M. Rabet, c'était précisément d'aller provoquer à l'intérieur de ce lycée. C'est clair sur ce sujet. On va passer au autre sujet de l'élection, puisque cette actualité concernant cette tribune et tous ces débats a suivi de quelques jours la décision du tribunal administratif de Versailles d'annuler l'élection municipale de 2020 à Trappes. Donc Ali Rabet est toujours maire puisqu'il a fait appel de la décision. Il est désormais du ressort du Conseil de l'État de valider ou non cette annulation. Il est reproché en résumé un mélange des genres à Ali Rabet qui, selon le tribunal, s'est servi en quelque sorte de son association Cœur de Trappes pendant le très long entre-deux tours pour mener des actions sociales, et ce alors qu'il était bien sûr candidat au second tour de cette élection. Ses comptes de campagne ont été aussi rejetés. Il est soumis, vous le dites, à une peine d'inéligibilité pendant un an, si évidemment le Conseil d'État valide aussi cette mesure. Est-ce que vous êtes, vous, Othman Nasrou, à l'origine de l'un de ces recours? Est-ce que vous préparez déjà une nouvelle élection de ce fait-là? Est-ce que vous pensez que le Conseil d'État va valider cette annulation? Et du coup, est-ce que vous êtes déjà en campagne en quelque sorte? Je veux juste préciser une chose, l'élection a été annulée et M. Rabet a été rendu inéligible, non pas parce que simplement il faisait des actions sociales, ce qui n'aurait pas posé de problème, et il y a des associations qui fonctionnent en période électorale, mais parce que ses comptes de campagne n'étaient pas sincères. Hein. Donc c'est pour ça d'ailleurs. Il y a aussi l'argument de ça aurait valorisé son image, ce type d'action, sachant qu'il était président de l'association. Alors, à partir du moment où c'est la photo de campagne qui est collée sur ce qui est distribué, notamment sur les kits pédagogiques donnés aux enfants, 500, on peut se demander si c'est un acte de campagne, et donc à ce moment-là, ça doit être dans les comptes de campagne qui doivent retracer l'ensemble des opérations, et il y a beaucoup d'opérations qui n'étaient pas dans ces comptes de campagne, donc qui ne sont pas sincères. L'inéligibilité vient sanctionner le caractère délibéré de la fraude. Hein. Donc je tiens à le dire parce qu'on a l'impression dans cette histoire que c'est une revanche de personne. C'est technique, mais il y a des règles électorales. C'est technique, il y a des règles électorales, elles sont connues par tous, il faut les respecter, et ça n'est pas une vindicte personnelle ou une revanche, je vous le dis parce que la commission des comptes de campagne a aussi retoqué le compte de campagne de M. Rabet, elle est indépendante, qui a fait elle-même son recours. Donc, avec ou sans notre recours, M. Rabet aurait été rendu inéligible. Et le Conseil d'État doit valider tous ces recours-là. Et là-dessus, vous avez vu que nous, on était restés très calmes, on s'est fait insulter de tous les noms, de Donald Trump et autres par M. Rabet. On a attendu tranquillement les décisions de justice, j'attends tranquillement le Conseil d'État qui dira ce qu'il est. Et si M. Rabet a effectivement, s'est confirmé, triché et que l'élection est annulée et qu'il est inéligible, et bien naturellement, il y aura une nouvelle élection. Est-ce que vous vous préparez à cette nouvelle élection ou pas? Très franchement, dans la période qu'on connaît aujourd'hui, avec le caractère explosif de la situation sur Trappes, je ne vous parlerai pas d'élection au moment où je vous parle. Il y a en ce moment une nécessité d'apaiser les choses. Ce qui est sûr, c'est que je me bats depuis des années maintenant. Ça fait quelques années que je suis élu à Trappes. J'ai choisi d'y rester parce que j'aime cette ville. J'y suis attaché et je veux pour elle un autre chemin que ce qu'est en train de nous préparer cette équipe municipale. Voilà, ce chemin-là, précisément, on aura le temps d'en discuter après la décision du Conseil d'État. En mars et en juin dernier, vous aviez fait équipe, vous l'avez dit, on l'a déjà mentionné avec Moustapha Larbaoui, qui est votre binôme, qui lui est aussi conseiller municipal d'opposition, conseiller communautaire. Est-ce que s'il y a une annulation de l'élection, c'est lui plutôt qui a vocation à devenir la tête de liste de votre liste à vous? Plutôt que vous, puisque en qualité de premier vice-président, vous allez sûrement vous représenter au régional en Ile-de-France. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en tant que premier vice-président de la région, je suis resté très attentif à la situation de Trappes, comme vous l'imaginez. Même si nous ne sommes pas aux responsabilités, malheureusement, ça s'est joué à pas grand-chose dans le contexte. Oui, on était à 140 voix, je crois. 160 voix, tout à fait. 160 voix, ce qui est peu de choses, et avec une annulation maintenant, parce qu'il y a des règles qui n'avaient pas été respectées. Dans le contexte Covid aussi. Tout à fait. Et donc, ce qui est certain, c'est qu'avec Moustapha Larbaoui, je souhaite qu'on continue de faire chemin ensemble, parce qu'on est très différents, on n'a pas la même sensibilité, mais cette ville a besoin de rassemblement. Et ce rassemblement qu'on a construit a fonctionné, et on fera bloc ensemble, mais le chemin précis, et on a encore le temps d'en discuter. Concernant les élections régionales et départementales, Othman Nasrou, est-ce que là vous serez candidat aux élections régionales du 13 et 20 juin? Les dates ont été entérinées par le Parlement cette semaine. Vous êtes premier vice-président aujourd'hui, j'imagine que vous allez vous représenter. Ça sera à la présidente de région de dévoiler ses listes et de dire qui elle veut garder et qui elle ne veut pas garder. Le polichinelle.
Écoutez, la région est un très bel échelon. Ça, on a pu faire beaucoup de choses, y compris à Trappes, je veux le dire ici, parce que c'est méconnu, on ne connaît pas la région, mais à Trappes, c'est la rénovation du lycée Matisse pour 12 millions d'euros. C'est la rénovation de la gare de Trappes pour 9 millions d'euros. C'est le financement de la sécurité dans toutes les communes qui le demandent. Malheureusement, la ville de Trappes n'a jamais fait la moindre demande et je le regrette. Donc il y a des vrais sujets. C'est un bel échelon qui, moi, m'a énormément appris. C'est 2 maisons de santé désormais sur Trappes, puisqu'on va en financer une seconde dans le quartier Jaurès pour 120 000 euros, après en avoir financé une première au Murizy pour 260 000 euros. Donc jamais la région n'a autant fait pour Trappes et pour Saint-Quentin-en-Yvelines. Et donc je souhaite que la région continue sur ce travail-là. Ça sera probablement mon rôle. C'est vrai que les auditeurs et généralement les citoyens en général ont du mal à connaître les prérogatives de chacune des collectivités. Les régions, c'est principalement l'action économique, on va dire, et puis les lycées dans le domaine éducatif. Oui, il y a les transports aussi. Et il y a les transports aussi, évidemment, surtout tout ce qui concerne l'investissement des villes où nous sommes très très présents. La région, c'est 5 milliards d'euros de financement tous les ans, et aujourd'hui on a beaucoup désendetté la région et on investit massivement aux côtés des communes pour améliorer le cadre de vie au quotidien. Donc on intervient sur énormément d'opérations mais qui ne sont pas toujours connues. On ne sait pas toujours que c'est la région qui est derrière. Est-ce que vous pourriez est-ce que le premier vice-président de la région Île-de-France pourrait être aussi maire de Trappes? Est-ce que ce sont 2 emplois du temps qui peuvent être combinés, ou alors c'est impossible? Il est vrai qu'on revient sur le sujet de l'élection, mais... Non, mais ce qui est certain, c'est que maire de Trappes, c'est une responsabilité à part entière. Et donc, naturellement, en fonction de ce que voudront les trappistes et des différents scénarios qui seront sur la table, au moment où le Conseil d'État sera prononcé, on verra comment on peut proposer quelque chose de cohérent. Mais moi, je m'étais engagé sur ma précédente élection à me consacrer, évidemment, à m'occuper de la ville de Trappes, qui a besoin d'un maire à temps plein. Et donc on verra encore une fois ce que nous ferons. Et la première personne avec qui je vais discuter de tout ça, c'est naturellement Moustapha Larbaoui, qui, vous l'avez dit, mon binôme, et avec lequel on a ce rassemblement qui fait qu'aujourd'hui tous les trappistes peuvent se retrouver dans ce que nous avons construit. Alors juste le Conseil d'État, il doit donner sa réponse dans les 6 mois, c'est ça, après sa décision. Donc il pourrait y avoir une concomitance entre les élections régionales et la décision du Conseil d'État. Oui, c'est possible. On l'attend probablement d'ici avant l'été. J'espère qu'on aura cette décision. Il nous reste quelques minutes, Othman Nasrou. Je voudrais parler du plan précarité pour la jeunesse que la région Île-de-France porte depuis désormais quelques jours, quelques semaines. Vous avez présenté ces aides pour les étudiants. Il y a notamment une plateforme d'écoute et de consultation avec des consultations gratuites. Il y a une mise à disposition de logements d'urgence dans les hôtels avec la Croix-Rouge, garantie de prêts étudiants aussi. Aujourd'hui, vous êtes inquiet quand même des dégâts causés psychologiquement sur les étudiants en Île-de-France ? La situation est catastrophique. On a des retours. Il y avait déjà une précarité dans le monde étudiant. La précarité a explosé avec la crise, avec de la détresse psychologique, avec des difficultés à boucler les fins de mois. Beaucoup d'étudiants qui ont perdu leur petit boulot, à peu près 250 à 300 euros de perte de revenus en moyenne par mois. Des étudiants qui du coup ne peuvent plus se loger. C'est dramatique. Et donc on a mis le paquet avec la région. C'est là où je vous dis que la région, c'est un vrai levier d'action très concret. Nous, on est des pragmatiques. On est dans l'opérationnel. Comment on fait pour aider les étudiants? Vous l'avez dit, 400 chambres d'hôtel pour l'hébergement d'urgence pour les étudiants qui n'ont plus où dormir. Ça, c'est immédiatement accessible. Une plateforme d'écoute psychologique avec 150 psychologues gratuits qui vont proposer 40 000 consultations payées par la région. Ça, c'est immédiatement disponible et je profite de votre antenne pour le dire. Écoute étudiants Île-de-France. Tous les étudiants qui nous écoutent et qui sont en souffrance, qui sont en isolement, qui sont dans le mal-être, vont sur Internet et tout est directement pris en charge, ce qui est donc extrêmement facile. 15 000 pré-étudiants, c'est la région qui va se porter caution à la place des familles parce que même les familles sont frappées par la crise sanitaire aujourd'hui. Et donc tous ces dispositifs-là vont venir soulager une situation qui est dramatique, qui dure depuis maintenant trop longtemps. En plus, évidemment, des 10 000 ordinateurs que nous mettons à disposition des étudiants boursiers qui n'ont pas les moyens de s'équiper en matériel informatique. Vous savez qu'on a équipé aussi tous les lycéens, toutes les familles pour les mettre dans les mêmes conditions d'apprentissage avec un matériel numérique. Donc tout ce travail-là est colossal et j'espère que la situation des étudiants va s'améliorer parce qu'on est très préoccupé par la détresse des jeunes aujourd'hui. C'est un coût à combien pour la région Île-de-France, même si on comprend bien que vous êtes prêt à investir dans ces sujets-là? C'est combien de dizaines, de centaines de milliers d'euros que vous investissez là dans ce plan pour soutenir les plus jeunes? Sur ce plan-là, d'urgence immédiat, on est plutôt de l'ordre de la dizaine de millions d'euros. Néanmoins, si on prend en somme tout ce que nous faisons pour la jeunesse, j'aurais pu vous parler aussi des 40 000 places de formation dans les métiers en tension qui recrutent. On a mis une prime pour les personnes qui iront dans ces formations-là, parce qu'il y a encore des emplois disponibles, une prime qui va jusqu'à 2 000 euros quand vous vous inscrivez dans ces formations-là. Eh bien, effectivement, on est plutôt de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros d'actions régionales en faveur des jeunes, de l'insertion professionnelle des jeunes, mais aujourd'hui, dans l'immédiat, du pouvoir d'achat des jeunes et des étudiants. Quand on parle des jeunes et notamment de la possibilité d'avoir une plateforme d'écoute, c'est pour les étudiants, c'est-à-dire pour ceux qui ont plus de 18 ans ou même les lycéens y ont accès, y ont droit?
Alors pour les lycéens, on a d'autres dispositifs et on compte beaucoup et on fait confiance aussi aux infirmières scolaires qui font un travail remarquable dans les lycées et qu'on soutient évidemment beaucoup. Donc c'est encore différent. Là, c'est vraiment des étudiants parce des étudiants qui sont isolés parce qu'on a arrêté les cours en université complètement, alors que les lycées ont pu garder, en théorie, notamment grâce au matériel numérique que nous avons fourni, un semblant de lien avec le lycée, ce qui était moins le cas pour les étudiants en université. Et donc, de façon très pratique, pour ceux qui nous écoutent, les étudiants qui nous écoutent ce soir, Othman Nasrou, il suffit de taper Région Île-de-France sur Google ou un moteur de recherche autre et on trouvera toutes les informations nécessaires de ce plan. Sur tous ces dispositifs et sur ce plan de lutte contre la précarité étudiante qui est déjà opérationnel. Nous avons voulu que ce soit immédiatement accessible et donc que tous ceux qui nous écoutent n'hésitent pas à se connecter sur le site de la région. Très rapidement, en 30 secondes, est-ce qu'il faut absolument accélérer le retour à la fac, d'après vous, justement, en rapport avec cette question de la précarité étudiante et ne pas se contenter de regarder les chiffres, mais plutôt de regarder le volet psychologique? Pour moi, oui. Le gouvernement a fini par le faire avec une journée par semaine. On le demandait depuis un moment. On aimerait qu'il puisse avoir au moins un système de demi-jauge, ce qu'on avait pu expérimenter ailleurs. Il me semble que les règles sanitaires seraient respectées dans ce cadre-là, mais encore une fois, c'est la responsabilité du gouvernement. En ce qui me concerne, on ne peut pas laisser les étudiants en isolement. On a besoin d'un minimum de liens humains dans notre société. Tout ne peut pas se faire en virtuel, tout ne peut pas se faire à distance, tout ne peut pas se faire par médias interposés. On a besoin de se retrouver un minimum, et en particulier pour les jeunes, parce que les informations qu'on a sur la détresse psychologique sont extrêmement préoccupantes. Merci Othman Nasrou d'avoir participé à cet hebdo politique sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président à la région Île-de-France et conseiller municipal d'opposition à Trappes. Merci encore. Merci à vous. L'hebdo politique, c'est fini pour ce dimanche. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast, audio et vidéo sur notre site internet, application et réseaux sociaux. Bonne soirée à tous et à dimanche prochain sur Sensation. L'hebdo politique.